Bonjour à tous. Je tiens à remercier aussi les organisateurs pour leur invitation. Donc, j'enchaîne rapidement pour le top 3 en pathologie neuromusculaire. Donc, premier article. Donc, il s'agit d'une étude multicentrique randomisée. Donc, concernant la myasthénie auto-immune à RAC positif. Donc, il s'agissait ici de de voir l'efficacité du traitement des immunoglobulines intraveineuses comme traitement de maintenance et puis voir aussi le profil de tolérance, le safety. Voici le design un petit peu de l'étude. Donc, 79 patients screenés, 62 randomisés, donc deux brins, immunoglobulines intraveineuses versus placebo, 28 patients, 24 patients. Donc, le protocole ici était les immunoglobulines intraveineuses, donc avec une première dose de 2 grammes par kilogramme, puis une dose d'entretien de 1 gramme par kilogramme chaque 3 semaines. Le placebo suivait donc chaque 3 semaines, et puis c'était pendant 21 semaines avec un endpoint à 24 semaines. Donc, il y a eu une stratification en sous-groupes. Il y avait 3 sous-groupes. Donc, les patients qui étaient sous anticholinésterasiques seuls, les patients qui avaient aussi des corticoïdes, et puis l'autre sous-groupe, c'était les patients avec les immunosuppresseurs, donc azathioprine, mycophenolate, ou cyclophosphamide, donc seuls ou associés au traitement précédent. Donc, l'efficacité était jugée sur l'amélioration du quantitative myasthenia gravis, score, à 24 semaines, qui était l'objectif principal. Et puis, comme objectif secondaire, c'était le pourcentage de patients ayant une amélioration clinique aux 3 scores, le QMG, donc le MG composite, et puis le score pour les activités de vie quotidienne. Et puis, le safety, c'est le fait de reporter tous les effets indésirables. Donc, pour le résultat, donc pour l'objectif principal, il y a eu un gain de 2 points pour le groupe sous immunoglobulines intraveineuses, mais qui n'était pas significatif. Et puis pour les objectifs secondaires, donc il n'était pas significatif. Il n'y avait pas de différence entre le groupe immunoglobulines intraveineuses et placebo seulement. Donc on a plus ou moins pour le score pour les activités de vie quotidienne, on a une tendance vers la positivité. Ceci est conforté par un autre score, c'est le MG Foundation of America. Donc, qui classe un petit peu, on a plus d'amélioration, on a plus de patients qui sont classés améliorés pour le groupe immunoglobulines intraveineuses. Et puis, aussi, si on décortique un petit peu ce qui s'est passé au fil des semaines, donc on sent donc il y a par exemple à la 9e et la 21e semaine, donc on a une amélioration pour le groupe immunoglobulines intraveineuses qui paraît significatif. Donc ici, donc pour l'analyse des sous-groupes, il n'y a pas eu de différence entre différents profils de sous-groupes, donc sur différents traitements. Et puis pour la safety, elle est bonne pour les deux groupes, immunoglobulines intraveineuses et placebo. Donc bien sûr, un peu plus d'effet indésirable pour le groupe immunoglobulines intraveineuses. Ce qui permet de conclure donc qu'il n'y a pas d'intérêt. Vu cette étude, il n'y a pas d'intérêt pour le traitement de maintien par une immunoglobuline dans la myasthénie auto-immune à RAC positif, juste par rapport à ce qui a été dit hier, c'est les formes non réfractaires. Mais ici, donc, d'après ce qu'on a vu, est-ce que, on se pose la question, est-ce que c'est un non définitif ou c'est à nuancer? Parce qu'on a vu qu'il y avait une tendance vers l'amélioration de certains scores, comme par exemple le score d'activité de vie quotidienne, et à travers les semaines, par exemple la 9e et la 20e semaine. Et puis, qu'en est-il? Est-ce que donc ces résultats ne seraient pas un petit peu le reflet de la faible taille de l'échantillon? En tout cas, le doute est permis. J'enchaîne par le deuxième article. C'est une étude italienne multicentrique, donc apparue dans Brain. Ici, il s'agissait de voir si donc la place du rituximab dans le traitement des PIDC. Ici, donc, on a eu, dans les patients étaient des PIDC définis sur des critères de 2010. Ils avaient une amélioration clinique, soit par immunoglobuline intraveineuse ou par corticothérapie, amélioration ou stabilisation sur au moins 6 mois, et qui était attestée par des échelles, donc l'I4, le RMSC, le IRODS. Il n'y avait pas, donc, dans cette étude, il n'y avait aucun cas de nodoparaноdopathie. Le protocole ici, c'était le rituximab, donc 1 gramme J0, J15, et puis au moins 6, ceci après l'arrêt des autres traitements, immunoglobuline et corticothérapie, et puis les évaluations. Donc, il y avait une évaluation initiale,
puis chaque 2 mois jusqu'à 18 mois, donc des évaluations cliniques, biologiques et EMG. Donc l'objectif primaire de cette étude était de voir la proportion d'aggravation des 3 scores INCAT-MRC et IRODS à 12 mois et comme objectif secondaire, c'est la différence des moyennes des 3 scores, donc au mois 6, 12 et 18. Aussi, le pourcentage d'arrêt du traitement pour effet indésirable, ça veut dire la tolérance, et puis la différence en qualité de vie, donc le score SF36 scale au mois 6, 12 et 18 versus baseline. Donc ça, c'est c'est le design de l'étude. Donc là aussi, on a plus ou moins une taille faible de l'échantillon pour les 2 bras. Donc ce qui ressort comme résultat, donc pour l'objectif primaire à 12 mois, donc le résultat est négatif. Donc il n'y a pas de différence entre le fait d'utiliser le rituximab ou le placebo et pour l'objectif secondaire à 18 mois, là aussi on a le résultat qui est négatif. Et puis ici on décortique là aussi donc ce qui s'est passé au fil du temps. Donc on a la première phase, on a une relative moins aggravation des patients sous rituximab, mais dès 6 mois, donc les 2 courbes rituximab versus placebo, donc s'alignent parfaitement. Donc ce qui permet de dire cette conclusion un petit peu surprenante, un petit peu dure à dire, dure à entendre peut-être, que il n'y a pas d'intérêt pour le rituximab comme traitement de maintenance pour les PIDC. Alors ici, c'est les PIDC, forme classique, et les variantes. Et j'insiste sur le fait, c'est hors du cadre des nodoparanonopathies qui n'ont pas été vérifiées par cette étude. J'enchaîne avec le 3e article, et là, peut-être pour terminer sur une note un petit peu plus positive. Donc, c'est une étude française qui est un petit peu, s'est intéressée à l'utilité du ratio d'amplitude entre le sural et le radial, donc pour le diagnostic des neuropathies non longueur dépendante. Ah, c'est vrai que on a l'habitude, nous, donc, d'utiliser surtout le ratio ulnaire sural. Donc, ici, c'était le sural radial. Donc, l'objectif, bien sûr, était de déterminer le seuil du ratio d'amplitude surale radiale. Donc, pour différencier, bien sûr, les neuropathies non longueur dépendantes, qui incluaient les non-neuropathies avec les différentes étiologies, et puis les PIDC, et les neuropathies, bien sûr, longueur dépendante, bien sûr, les neuropathies diabétiques, neuropathies toxiques. Donc, ça, c'est le design de l'étude. Donc, il y a eu 164 patients screenés, donc répartis sur 3 groupes, neuronopathie sensitive, PIDC et neuropathie longueur dépendante. Bien sûr, on a éliminé les patients dont on ne pouvait pas donc mesurer les amplitudes de l'une des différentes amplitudes du sural ou amplitude du radial. Et puis, ça a donné ces 3 bras. Donc, le résultat ici montrait que la moyenne du ratio d'amplitude, donc elle était plus élevée de ces 0,74 pour le groupe longueur dépendant, et qu'elle était faible pour le groupe pour les neuropathies longueur dépendante. Une courbe ROC a permis de déterminer le seuil optimal de ce ratio sural radial, qui était de 0,33, et ce quel que soit l'âge ou l'étiologie sous-jacente. Ceci pour ce seuil de 0,33, donc il avait une bonne sensibilité et une bonne spécificité, donc respectivement 84,4% et 86,9%. Ce qui permet de conclure que le ratio d'amplitude surale et radiale est un bon outil pour différencier entre neuropathie longueur dépendante et non longueur dépendante, en utilisant bien sûr le seuil de 0,33 qui a une très bonne sensibilité et spécificité, et ce, quel que soit l'âge ou l'étiologie. Et je vous remercie.